La première conférence a le titre Les expériences charnelles d'un autre mot que être. Je suis persuadé que notre collègue Christian Choquin, il va montrer toute sa connaissance et toutes ces dimensions d'un expert de la phénoménologie avec quelle connaissance et quelle grande culture très large, il a fait la lecture de Autrement qu'être. Merci. Je ne suis pas très habitué à parler au micro. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité à ces colloques qui célèbrent les 40 années qui sont écoulées après la publication du grand ouvrage de Lévinas, Autrement qu'être ou de l'adolescence. C'est une invitation qui me donne l'occasion de reprendre la lecture de ce livre que je traduis il y a presque 10 ans en roman. Cette expérience de la traduction, redoutable en soi, car confrontée avec le langage extrêmement difficile d'une pensée allant au-delà de la conceptualité traditionnelle de la philosophie, a été d'ailleurs à l'origine de mon amitié avec Georges Ansel, nouée autour de notre travail commun à la concordance Lévinas, paru en 2005. Autrement qu'être est donc un ouvrage qui m'est très proche, mais il faut avouer que c'est une proximité toujours entrelacée avec un sentiment constant d'étrangeté, comme devant une pensée qui nous glisse toujours entre les doigts, qui se donne tout en échappant, qui se montre tout en se retirant. L'invitation à ces colloques m'est personnellement d'autant plus stimulante, car elle me donne l'occasion de reprendre le fil d'une interrogation entamée il y a quelques années concernant la question du corps chez Lévinas, interrogation que j'ai déployée jusqu'ici en 2 étapes et qui sont déjà disponibles dans 2 numéros récents de la revue Les études philosophiques. La première concerne les écrits de jeunesse dans les années 30 et 40, tandis que la deuxième se focalise sur totalité et infini. Ainsi, il est peut-être le temps de boucler ce parcours en visant cette fois-ci la pensée d'élimination tardive du corps, notamment celle déployée dans Autrement qu'être. C'est donc le mérite de Flora et de Joël de m'avoir mis au travail, d'autant plus que la difficulté inhérente de cette question m'aurait déterminé à remettre par prudence à plus tard cette confrontation. Qu'est-ce qu'à dire donc sur la question du corps dans Autrement qu'être? Nous savons tous que dans cet ouvrage, on trouve fréquemment des formules où interviennent des références au corps et à l'incarnation. Le plus souvent, ce sont des formules lapidaires et en tout cas très inhabituelles qui suggèrent la condition incarnée de l'homme. Lévinas invoque le corps dans Autrement qu'être en parlant de la passivité de la blessure ou de l'hémorragie pour l'autre. Il parle de la peau, de la douleur comme envers de la peau, de la sensibilité à fleur de peau, de la maternité du corps maternel, de la subjectivité comme poumon, du sujet qu'on fait des chairs et du sang, de la nudité plus nulle que tout dépouillement, de la dénudation au-delà de la peau, c'est dénudant de sa peau. Voilà, ce sont seulement quelques syntagmes insolites, carrément paradoxaux, qui sont assez éloignés de ce que la philosophie traditionnelle nous enseigne vis-à-vis du corps. La première question est de savoir si, à partir de ces fragments, nous pouvons effectivement dégager une pensée articulée du corps, une image unitaire, cohérente et systématique de ce que c'est pour Lévinas la corporalité du corps ou l'incarnation de la subjectivité. Il faut dire que le plus souvent, on ne trouve pas des arguments très élaborés concernant la corporalité, ni des expositions très vastes sur la recherche, ni non plus des descriptions très concrètes concernant les phénomènes corporels. On trouve plutôt des indices, des traces, des allusions, les unes assez minimalistes, les autres assez déconcertantes. Une deuxième question regarde les statuts effectivement phénoménologiques de cette nouvelle pensée du corps. S'agit-il d'une phénoménologie du corps, dans le sens précis du terme, ou plutôt nous avons affaire à une méditation sur la chair qui se déploie à travers un réseau métaphorologique complexe et à la fois subtil qui engage des implications et des renvois à des phénomènes à peine descriptifs. On peut bien sûr admettre qu'il y a les deux. On peut reconnaître d'une part un enjeu proprement phénoménologique de certaines observations de Lévinas concernant la corporalité, par exemple sur la sensibilité
et la passivité, la vulnérabilité, la souffrance, la jouissance. Et d'autre part, on peut avouer qu'on trouve évidemment un usage métaphorique de certaines formules et syntagmes, comme par exemple la maternité, la peau, la dénudation, la respiration, le poumon, etc. Ce ne sont pas des expressions descriptives, mais des syntagmes qui renvoient d'une manière symbolique à quelque chose d'autre qui est seulement indiqué ou suggéré à travers des métaphores. Mais alors, s'il y a les deux, phénoménologie et métaphorologie, comment tracer la frontière qui les sépare? Et comment s'articule, si c'est le cas, l'observation phénoménologique et l'usage plutôt métaphorique qui touche la question du corps? Mais de quel corps s'agit-il? Comment le corps est-il compris? Lévinas précise à un moment donné que, je cite, le sujet incarné n'est pas un concept biologique. Il ajoute ensuite que, juste encore, le schéma que dessine la corporalité soumet le biologique lui-même à une structure plus haute. Fin de la citation. Il y a deux choses importantes à remarquer dans ce passage. D'abord, il y a un schéma de la corporalité, et ensuite que ce schéma est censé reconduire la dimension proprement biologique du corps à une structure plus haute. Il faut déterminer donc ce schéma que dessine la corporalité et en plus préciser cette structure plus haute de la corporalité qui subsume le côté biologique du corps. De quelle nature peut être cette structure plus haute de la corporalité? Faut-il envisager qu'au-delà du corps biologique, on peut entrevoir la chair phénoménologique? Et faut-il en plus distinguer entre une signification ontologique du corps et une signification éthique de la chair? On peut donc approcher au moins 4 modalités dans lesquelles la corporalité du corps peut être aperçue. Soit des points de vue biologiques, comme organisme, composé d'organes, donc de tout ce qui relève de la physiologie, soit des points de vue de la phénoménologie transcendantale, en suivant d'abord Husserl, pour lequel le corps vivant est entendu comme support de l'ego, comme organe perceptif, comme je peux originaire du mouvement, mais aussi comme point zéro et ici absolu de l'espace. Soit des points de vue de l'ontologie phénoménologique, en suivant cette fois-ci Heidegger, qui, dans certains contextes, part d'une manière d'être de la chair, donc d'une dimension ontologique du corps, qu'on ne doit jamais réifier, mais qu'on doit comprendre dans les sillages des structures ontologiques de l'être au monde. Soit, finalement, des points de vue éthiques, et c'est bien ici qu'on doit inscrire la contribution de Lévinas. Mais si nous avons affaire, en principe, à ces 4 modalisations distinctes du corps, biologique, transcendantale, ontologique et éthique, alors il faudrait bien préciser les liens qui se tissent entre eux. C'est en tout cas ce que suggère Lévinas lui-même quand il écrit, je cite, « corporalité du corps propre signifiant, comme la sensibilité même, un nœud ou un dénouement de l'être, mais qui doit contenir aussi un passage à la signification physico-chimico-physiologique du corps. » Alors, il est non seulement possible, mais aussi nécessaire de chercher le passage qui lie une signification du corps à une autre. Cela implique donc que le schéma de la corporalité indiqué auparavant peut se définir précisément par l'articulation de ces significations distinctes du corps. Le fait qu'il y a des couches distinctes de la corporalité, ou qu'il y a des différentes significations du corps, biologique, transcendantale, ontologique, éthique, ou des dimensions charnelles, hétérogènes, qui s'articulent réciproquement dans un schéma corporel, n'exclut pas la possibilité de les comprendre d'une manière structurée et ordonnée. Il y a peut-être un ordre interne qui organise ce schéma de la corporalité, ou des rapports structurants qui ordonnent les significations distinctes du corps. En effet, nous pouvons poser la question concernant leur rapport de dérivation en nous demandant quelle est la signification première de la corporalité du corps et quelles sont les significations dérivées qui doivent remonter finalement à la première. Pour justifier la prétention de primauté d'une certaine signification du corps et les caractères dérivés de l'autre, on peut invoquer ici la nouvelle définition de la réduction que Lévinas développe dans Autrement. Il s'agit d'une réduction distincte de la réduction transcendantale husserlienne qui se définit comme suspension de toutes les thèses transcendantes et constitue le passage de l'attitude naturelle à l'attitude transcendantale
obtenant ainsi les champs d'expérience transcendantale. En outre, la réduction élimination est distincte aussi de la réduction ontologique heideggerienne, qui se définit comme une reconduction du regard de l'étant vers l'être. En effet, Lévinas parle d'un autrement qu'être, d'une autre réduction, comprise comme, je cite, réduction du dit au dire, la réduction à la signification. Fin de la citation. Il s'agit d'une, je cite encore, réduction du manifeste et de la manifestation à leur signification pré-originelle à une signification qui ne signifie pas manifestation. Fin de la citation. On peut donc l'appeler réduction éthique pour la distinguer à la fois de la réduction transcendantale husserlienne et la réduction ontologique heideggerienne. On peut appliquer cette réduction éthique par rapport aux couches distinctes de la corporéité et aux différentes significations du corps. C'est précisément ce que suggère le passage suivant qui parle de la sensibilité et de la corporéité. Je cite: non réduite, la sensibilité est dualité du sentant et du senti, séparation et aussitôt union dans le temps, déphasage de l'instant et déjà rétention de la phase séparée. Réduite, la sensibilité est animée, signification de l'un pour l'autre, dualité non ensemblable de l'âme et du corps s'invertissant un pour l'autre par l'animation. Fin de la citation. Les deux parties de ces fragments indiquent nettement deux significations distinctes de la corporéité. D'une part, l'expérience charnelle transcendantale, la sensibilité comprise comme dualité du sentant et du senti, rassemblée dans la conscience interne du temps. C'est donc la corporéité qui a subi la réduction transcendantale, mais non pas la réduction éthique. C'est en ce sens, et par rapport à cette réduction dernière, que la sensibilité est appelée ici non réduite. D'autre part, la corporéité qui subit la réduction éthique met au jour une modalisation éthique du corps. C'est en ce sens que Lévinas parle du, je cite, corps s'invertissant un pour l'autre, ou du corps animé, c'est-à-dire offert à autrui, ou, si je cite encore, de l'identité d'un corps s'exposant à l'autre, s'effaisant pour l'autre. Précisons que cette nouvelle réduction n'est pas une fondation, elle n'est pas une réduction vers quelque chose de fondamental, elle ne vise pas une descente vers un fondement, car cela répéterait un mouvement ontologique. C'est plutôt une remontée, comme le suggère les passages suivants. Il faut remonter au-delà ou en deçà de la compréhension de l'activité et de la passivité dans l'être, au-delà ou en deçà du dit, au-delà du logos, au-delà ou en deçà de l'amphibologie de l'être et de l'état. La réduction s'est faite dans cette remontée. Donc, cette dynamique de la réduction est confirmée par un autre fragment. La réduction, la remontée en deçà de l'être, en deçà du dit, où se montre l'être. Fin de la citation. Donc, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un mouvement en bas, une descente, une recherche du fondement, de l'assise ou du sol, du bottom, mais un mouvement en haut, une remontée, une recherche de la signification de l'au-delà. La direction de ce mouvement correspond donc à ce que les fragments cités auparavant indiquaient tacitement, notamment que le schéma de la corporéité soumet le biologique à une structure plus haute. Donc aussi une réduction par remontée. Comment peut-on faire jouer la réduction, comprise comme remontée, dans le contexte du schéma corporel qui articule plusieurs significations de la corporéité biologique, transcendantale, ontologique, éthique? Faisons abstraction pour le moment de la signification biologique du corps qui engage l'optique théorique et une conceptualité scientifique que la phénologie doit, dès le début et par principe, mettre entre parenthèses. Restons donc au niveau pré-théorique et pré-scientifique de l'expérience charnelle qui s'ouvre sur trois plans, selon trois points de vue, transcendantal, ontologique et éthique. Trois approches différentes qui visent le phénomène du corps, trois couches de la corporéité ou trois enjeux distincts de notre problématique. Ce qui est donc à déterminer, c'est les rapports entre les significations éthiques, ontologiques et transcendantales de la chair. C'est ici, entre les trois significations principales de l'incarnation, que la réduction doit jouer son rôle. Comment donc remonter, à partir de la signification transcendantale et celle ontologique du corps, à la signification éthique? C'est là toute l'intrigue de notre problématique
qui vise à situer la signification éthique de l'incarnation par rapport à la signification phénoménologique transcendantale de la chair, mais aussi par rapport à la signification ontologique de la corporalité. Pour résumer mon parcours jusqu'ici, la question est de savoir si on peut interpréter effectivement les problèmes de la corporalité chez Lévinas, tel qu'il surgit dans Autrement qu'être, dans les termes fixés d'avance par la phénoménologie traditionnelle, fut-elle transcendantale ou ontologique. Lévinas arrive-t-il à la signification éthique du corps à partir d'une radicalisation des approches transcendantales ou ontologiques de la phénoménologie traditionnelle, tout en restant dans le cadre de la phénoménologie, ou bien par un dépassement de la phénoménologie en tant que telle, par un renoncement aux prémices même de la phénoménologie. Même si nous comprenons la phénoménologie dans le sens le plus large, englobant non seulement la région de ce qui se montre et apparaît, mais aussi l'inapparent et les non-manifestes, la signification éthique de la chair relève-t-elle encore de la phénoménologie? Est-ce que la phénoménologie du corps englobe la signification éthique du corps dans les sièges de la signification transcendantale et celle ontologique de l'incarnation? Pour pouvoir répondre, il faut faire un pas en arrière et suivre rapidement les grandes lignes de la phénoménologie du corps. Nous savons que l'approche du corps dans la phénoménologie transcendantale prend son point de départ dans deux distinctions réciproquement articulées. La première distinction est celle entre le corps et la chair, cœur et l'âme, qui indique la différence entre la dimension objective de la corporalité, le corps comme objet, vu du dehors, le corps senti, et sa dimension subjective, le corps comme sujet, corps sentant, qui d'abord se sent soi-même, de l'intérieur, avant de sentir d'autres corps animés ou inanimés. La deuxième distinction est celle entre le corps propre et le corps de l'autre, intervenant donc dans la situation intersubjective. Cette deuxième distinction peut être ensuite modalisée de façon pronominale, car l'expérience charnelle se différencie si l'on l'accomplit en première personne, dans moi-même, ou si l'on envisage à la deuxième personne, à l'égard d'un tu, dans le face-à-face, ou à la troisième personne, par rapport à un tiers. Les deux distinctions entre le corps et la chair d'un côté et entre le corps propre et le corps de l'autre côté sont bien évidemment articulées, dans la mesure où seulement mon corps propre m'est donné absolument comme chair, comme l'ail, dans la mesure où je sens toujours de l'intérieur, à travers mon propre corps, les choses intramondaines, mais aussi et d'abord mon propre corps. On se rappelle bien, évidemment, l'exemple très connu de la main gauche qui touche la main droite. En échange, le corps de l'autre, fût-il un tu dans le face-à-face ou un tiers, il ou elle, ne m'est jamais donné absolument comme chair, mais uniquement comme corps, et c'est seulement après coup que la couche charnelle du corps de l'autre se constitue, seulement par l'empathie, par un transfert de sens, par un accouplement transcendantal, la fameuse parole de la 5e méditation cartésienne. Donc, il y a au moins 4 couches de sens articulés. Du côté du moi, du propre, il y a le corps propre et la chair propre. Du côté de l'autre, l'étude dans le face-à-face ou bien le tiers, il ou elle, qui ne me regarde pas frontalement. Il y a le corps de l'autre qui se présente, qui est présenté, donné en tant que tel, et la chair de l'autre qui n'est pas présentée et donnée en tant que tel, mais à présenter et donnée par la médiation de l'empathie et de la parole. En ce qui concerne le rapport corps-propre, corps de l'autre, on peut dire que dans Autrement qu'être, l'accent est mis principalement sur la corporalité du sujet et moins sur la corporalité charnelle de l'autre. Et là, c'est peut-être une différence importante par rapport à la totalité infinie et même par rapport aux études de jeunesse, où, à travers la question de la caresse et de l'érotisme, du féminin et de la nudité, le corps de l'autre jouait encore un rôle décisif. Bien sûr, on trouve aussi dans Autrement qu'être des passages où Lévinas suggère la dimension charnelle de l'autre, comme par exemple quand il affirme que, je cite, qu'il faut nourrir la faim de l'autre de mon propre jeûne. La faim de l'autre indique bien sûr l'incarnation concrète de l'autre, mais l'enjeu central de la question du corps dans Autrement qu'être tient d'abord à la corporalité propre, à la chair du sujet, du moi. Le thème de l'incarnation vise plutôt les pôles du sujet et non pas la dimension charnelle de l'autre. C'est donc la Leiblichkeit, la chair dans sa dimension subjective. Il s'agit ici de reconfigurer la compréhension de la subjectivité du sujet de telle manière que la corporalité devienne l'élément central et le noyau même de la subjectivité.
C'est en ce sens que Lévinas insiste sur le fait que, je cite, la corporéité du sujet ne se sépare pas de sa subjectivité. Fin de la citation. Or, c'est ici un argument central que Lévinas oppose à la phénoménologie transcendantale. Celle-ci discute bien sûr de l'incarnation du sujet, mais la subjectivité du sujet s'est définie à partir de l'ego pur, à partir de la conscience et de son activité perceptive, à partir de son noyau noético-pneumatique. La corporéité, elle aussi, est saisie uniquement à partir de la conscience et donc de son pouvoir constitutif. Le corps intervient seulement après coup. Comme le suggère Husserl dans le paragraphe 44 de l'intention cartésienne, c'est seulement après la réduction du monde à la sphère transcendantale et immanente du champ propre d'expérience que le sujet philosophant découvre sa chair, comme si celle-ci n'était pas depuis toujours déjà là. En effet, c'est seulement à un moment donné dans le parcours de sa réflexion réductive de soi-même que l'ego philosophant s'aperçoit de sa chair. Ensuite, l'ego philosophant distingue sa chair de tous les autres corps rencontrés dans son horizon d'expérience transcendantale, notamment par le fait qu'il a une maîtrise directe et immédiate sur elle, sur ses champs de sensations et sur ses organes perceptifs. En échange, Lévinas suggère qu'il faut comprendre la subjectivité du sujet comme une subjectivité d'emblée incarnée et non pas après coup, une subjectivité dont l'incarnation n'est pas constituée à partir des actes de la conscience transcendantale. Il s'agit d'une reconfiguration de la subjectivité du sujet où la corporéité possède un rôle primordial et non pas dérivé. Je cite, « L'incarnation n'est pas une opération transcendantale d'un sujet qui se situe au sein même du monde qui se représente. L'expérience sensible du corps est dorée et déjà incarnée. » Fin de la citation. Mais cela ne signifie pas qu'on doit revenir à un stage pré-transcendantal, naïf, réaliste, de la compréhension de la corporéité. Tout au contraire, il faut aller encore plus loin que le transcendentalisme phénoménologique pour découvrir au cœur de cette corporéité transcendantale des significations éthiques de la chair. L'usage constant du sentiment en deçà indique que le transcendantal n'est pas aboli ou annulé, mais radicalisé en vue de la découverte de la signification éthique du corps. Comment s'articule donc cette nouvelle reconfiguration de la subjectivité qui garde au centre les phénomènes de la chair? On devrait montrer que pour chaque niveau de la phénoménologie du corps, dans sa version traditionnelle, on peut voir ou entrevoir une réponse lévinasienne ou au moins une ébauche de réponse censée radicaliser la perspective de la phénoménologie transcendantale. Je rappelle que pour la phénoménologie, le corps est situé au centre de l'expérience et c'est là pour plusieurs aspects. D'abord, dans sa fonction perceptive et constitutive. Ensuite, dans le sens de la dynamique du mouvement fixé dans un « je peux » primordial. Puis, par rapport à l'espace où le corps est le point zéro. Et enfin, dans sa fonction appropriée, la chair comme marque du propre. Par rapport à tous ces niveaux de la phénoménologie du corps, on peut trouver dans d'autres enquêtes plusieurs contextes correspondants qui tentent les radicaliser et les réduire à une signification plus haute. Je vais les indiquer rapidement. D'abord, la dimension perceptive du corps compris comme organe perceptif, comme beaucoup d'organes de sens liés à l'intuition sensible. Donc, cette dimension perceptive du corps se trouve radicalisée à travers la réinterprétation lévinasienne de la sensibilité. Il faut passer de la réduction transcendantale qui regarde la corporalité à travers la dualité du corps et l'âme, du senti et du sentant, dans le pour soi immanent de l'autoreflexion, à la réduction éthique qui ouvre une nouvelle signification de la sensibilité qui est une sensibilité à fleur de peau, à fleur de nerfs, s'offrant jusqu'à la souffrance. Une sensibilité d'emblée animée par des responsabilités. Fin de la citation. Toute la problématique phénoménologique de l'intuition sensible doit être reconduite selon la réduction éthique à cette sensibilité qui précède sa fonction gnosiologique en tant que sensation dans l'aventure du savoir, dans l'aventure de la connaissance. En effet, dit Lévinas, je cite, la sensibilité peut glisser vers le toucher, vers la palpation, vers l'ouverture sur, vers la conscience vers le pur savoir prélevant des images sur l'être intact, s'informant de l'activité palpable des choses. Fin de la citation. Cette consécution
suggère ainsi la manière dans laquelle la signification éthique de la sensibilité se transforme, se modalise, glisse, dit Lévinas, dans ces manifestations dérivées d'ordre épistémique. Ensuite, la dimension du je peux, originaire du mouvement, qui est définie comme maîtrise de l'ego propre, sur ses parties et sur ses champs perspectives, comme activité dominatrice et comme pouvoir premier. Donc, cette dimension du je peux originaire du mouvement se trouve radicalisée par la compréhension lévinassienne du corps comme passivité et comme vulnérabilité. Ici, un rôle important revient à la question de la fatigue. Car avec la fatigue et avec les phénomènes charnels qui la constituent, l'effort, le travail, etc., il s'agit de la limite du je peux, du fait d'arriver à la limite du possible. Je cite, la corporalité du sujet, c'est la peine de l'effort, l'adversité originelle de la fatigue qui pointe dans l'élan du mouvement et dans l'énergie du travail. Fin de la citation. Lévinas découvre ici les corps comme négativité, comme adversité à soi et en soi. L'adversité à soi se montre aussi en tant que souffrance, et on peut penser à tous les phénomènes voisins, la douleur, la blessure, la maladie, la vieillesse, comme le suggère la citation suivante. La dolence de la douleur, la maladie ou la malignité du mal et à l'état pur. La patience même de la corporalité, la peine du travail, le vieillissement sont l'adversité même, les contre-soi en soi. Les contre-soi en soi. Fin de la citation. Puis, par rapport à le rapport entre le corps et l'espace, central dans la phénoménologie traditionnelle, qui voit le corps propre comme point zéro et ici absolu. Donc, ce rapport entre le corps et l'espace se trouve radicalisé par la question lévinassienne de la proximité. En effet, Lévinas affirme que le sujet, je cite, le sujet dit incarné ne résulte pas d'une matérialisation, d'une entrée dans l'espace et dans les rapports de contact qu'aurait accompli une conscience, c'est-à-dire une conscience de soi prémunie contre toute attente et préalablement non spatiale. Fin de la citation. L'espace se réduit à la proximité, mais la proximité est irréductible à un ordre spatial. Ainsi, ce n'est pas l'espace qui rend possible la proximité, mais c'est la proximité qui rend possible l'espace. Lévinas affirme que, je cite encore, dans la proximité, le sujet est impliqué d'une façon qui ne se réduit pas au sens spatial. Et encore, que la proximité prend un sens spatial dès que les tiers la troublent en demandant justice dans l'unité de la conscience transcendantale, dès qu'une conjoncture se dessine dans le thème et qui, dite, révèle le sens d'une continuité. Fin de la citation. Enfin, quatrième point, la compréhension traditionnelle de l'expérience charnelle comme marque du propre, comme marque de l'immanence, se trouve radicalisée par la compréhension lévinassienne du corps comme pour autrui. Ce qui est important ici, c'est la modélisation du corps compris initialement comme pour soi, égoïsme, conatus, dans le corps compris comme pour autrui, exposition, offrande, souffrir pour, maternité, porter l'autre dans le même, et le terme auquel je reviendrai vers la fin de mon intervention. Toutes ces problématiques relèvent de la manière dont la signification transcendantale de la chair peut être radicalisée afin que sa signification éthique devienne intelligible. Ils peuvent être analysés longuement et en profondeur. J'ai seulement indiqué les grandes lignes sans entrer dans les détails car il faut avoir le temps pour discuter les deuxièmes rapports indiqués au début de ma présentation, celui qui implique le passage de la signification ontologique du corps à la signification éthique. Comment faut-il placer la corporalité du corps dans la perspective ontologique? Si nous pensons à l'ontologie phénoménologique élaborée par Heidegger dans Sein und Zeit, la question est déjà fermée, car le corps est l'une des absences les plus marquantes de l'analytique existentielle. En effet, Heidegger évite de proposer une approche proprement ontologique du corps et touche ce sujet seulement en passant à marque du problème de la spatialité existentielle en disant tout simplement que, je cite, la spatialisation du Dasein dans sa corporalité propre est un phénomène qui implique une problématique que nous n'avons pas à traiter ici. Fin de la citation. Cependant, dans les décennies qui suivent, Heidegger commence à parler d'une signification ontologique de la corporalité dans plusieurs contextes, notamment dans les cours sur Nietzsche et dans les séminaires de Zolliger. Là,
Il insiste qu'il faut absolument refuser la réification du corps, qu'il faut rejeter son objectivation selon les modèles du mécanisme et sa chosification comme entité corporelle simplement présente. Il suggère qu'il faut voir la chair comme une manière d'être, comme un verbe, et non pas seulement comme un substantif. Ainsi, il ne parle pas seulement du charnel, das Leibliche, dans le sens nominal, mais il vise aussi l'aspect purement verbal pour déterminer le sens ontologique de la chair, concrétisé dans des formules comme der Leib bleibt ou das Leben des Leibes, des expressions qu'on a traduites comme le corps corpore ou le corporel du corps. Il faut dire que ce que Lévinas entend par la dimension ontologique du corps ne coïncide pas trop avec ce développement heideggerien que j'ai rappelé rapidement. Pour Lévinas, le corps est déterminé par un conatus essendi qui, relevant de son propre essai, est sa marque ontologique profonde. Le mouvement ontologique du corps est centripète car l'égoïsme ontologique se constitue primairement comme adhésion charnelle à soi. Si le sujet est déterminé par un premier moment d'identification corporelle, cela signifie que le mouvement essentiel du corps consiste dans une recherche constante de la préservation de soi, de la satisfaction des besoins et de la jouissance. Les conatus du corps sont intéressamment liés donc à la dynamique du besoin et de la satisfaction, donc au rapport à l'élémental dont parlait Lévinas dans Totalité et Infini, un concept qui, l'élémental, qui étrangement ne survient plus dans notre monde. Cependant, ce mouvement ontologique de la conatus essendi n'est pas le mot dernier au sujet de la corporéité, car au cœur de la subjectivité incarnée même se trouve une dimension éthique de la chair. Lévinas indique la tension entre l'ontologique et l'éthique de deux façons. D'une part, l'adhésion ontologiquement charnelle à soi, que Lévinas n'hésite pas de caractériser comme animale, et la conséquence d'une perte de la signification éthique. Donc ce mouvement de l'éthique à l'ontologique est indiqué comme perte, comme dans le fragment suivant. Le moi incarné, le moi des chairs et des sangs, peut perdre sa signification, s'affirmer animalement dans son conatus et sa joie. Fin de la citation. D'autre part, Lévinas parle d'un contre-mouvement où le sujet s'arrache à la dominance de son conatus, qui est indiqué par un verbe assez fort, extirper. Le corps extirpé de son conatus, c'est une expression qui survient deux fois dans notre enquête et signifie l'interruption du mouvement ontologique du corps et sa reconversion à la signification éthique. C'est une conversion que Lévinas détermine plusieurs fois comme gravité du corps et corps extirpé de son conatus. Gravité d'un corps animé, c'est-à-dire offert à autrui. Il s'agit donc de la rupture de l'égoïsme, de la dénucléation de l'ego, de l'interruption de son adhésion charnelle à soi. Le corps extirpé de son conatus ne signifie pas l'abandon du corps, mais l'inversion de son mouvement ontologique profond qui cherche toujours sa propre jouissance. Toutefois, il ne s'agit pas d'un abandon de la jouissance après la satisfaction, mais d'une inversion avant l'accomplissement du besoin, avant la satisfaction, au moment même où ma faim creuse dans ma chair. Le corps extirpé de son conatus reste toujours corps, reste toujours dans la condition de l'incarnation, mais précisément dans le fait de nourrir la faim de l'autre de mon propre jeûne, moment où la chair ontologique s'invertit en chair éthique. C'est dans ce contexte qu'intervient la question du don, du donner et de la donation. Car Lévinas détermine la corporalité comme vie corporelle vouée au donner et l'incarnation comme possibilité même d'offrande. Donner à l'autre, mais non pas de ce qui est excédentaire, en surcroît. Il ne s'agit pas de donner du trop-plein. Ce n'est donc pas de la logique généreuse d'un philanthrope, car, je cite, l'un pour l'autre signifie dans les données, quand le donné offre non pas la superfluction du superflu, mais le pain arraché à sa bouche. Fin de la citation. Donc, l'inversion du conatus de l'essai signifie qu'il s'agit de donner à l'autre ma propre pain en l'arrachant à ma bouche affamée, souffrir de ma faim pour que l'autre se ressaisisse.
Et c'est seulement de cette façon qu'on peut parler, on peut comprendre comment on peut parler d'un corps s'invertissant un pour l'autre. Mais il faut d'abord savourer la pain en pleine jouissance pour pouvoir l'ensuite arracher de cette jouissance même et le donner à l'autre. Il faut être incarné, être de chair et sang pour pouvoir donner. L'incarnation du sujet est la condition des possibilités du donner. Sans chair, aucun donner. Lévinas dit explicitement que, je cite, les corps et ceux par lesquels le donner est possible. Fin de la citation. Et même plus, il s'agit de donner sa peau, métaphore directe du sacrifice. Je cite, le sujet est de chair et de sang, homme qui a faim et qui mange, entraille dans une peau, et ainsi susceptible de donner sa peau. Fin de la citation. Il faut donc comprendre que le pour autre du sujet, que l'un pour l'autre n'est possible que par les données. Mais à son tour, les données n'est possible que par les corps en tant qu'incarnation. Il y a donc une étroite relation entre l'incarnation et la donation, entre le corps et le don, entre les données et la corporalité du corps. Donner par le corps, donner son corps, donner de son corps, donner de sa propre souffrance, de sa propre faim, malgré soi, en dépit de soi. Il s'agit d'une dimension donatrice de la souffrance. Non seulement c'est une souffrance pour quelqu'un, une expiation pour l'autre, mais c'est une souffrance qui se donne soi-même comme souffrance par les données des apôtres, comme sacrifice de soi. Il ne s'agit pas d'une initiative généreuse ou altruiste du moi de se mettre au service de l'autre, de donner sa vie par héroïsme et par volonté, ce qui serait encore une activité. Il s'agit d'une passivité d'un sujet appelé à donner de son propre manque, malgré soi, en dépit de soi. Pour finir, c'est dans cette perspective que Lévinas parle du sujet comme d'un corps maternel. Maternité, gestation de l'autre dans le même. La maternité signifie qu'on souffre dans son propre corps pour la vie de l'autre. Il s'agit d'une souffrance dans le fait qu'on porte l'autre dans le même. Je cite, incarnation comme être dans sa peau, comme avoir l'autre dans sa peau. Fin de la citation. Mais on ne porte pas l'autre comme un corrélat intentionnel de la conscience, comme on a le perçu dans la perception. Les dons de la maternité, les dons de l'autre don lui-même, est purement charnel et souffrant avant la conscience, avant l'intentionnalité, avant l'initiative du sujet. Le sujet est passif dans cette souffrance sur laquelle il n'a aucun pouvoir. Il ne s'agit pas d'une maternité volontaire qui procède d'une décision du plein gré du sujet de porter l'autre en soi. Il ne s'agit non plus d'une assumption de la souffrance suite à cette décision volontaire. Cette condition maternelle est celle d'une élection, mais une élection non assumée, élue sans assumer l'élection de Lévinas. Donc c'est une maternité comprise comme traumatisme et même comme persécution, quand l'autre dans le même arrive sans l'accord préalable du sujet, sans son consentement, sans s'annoncer, sans planification préalable, malgré ma décision, en dépit de mes projets. C'est en ce sens que nous pouvons comprendre l'affirmation de Lévinas, selon laquelle, je cite, « Je suis noué aux autres avant d'être noué à mon corps ». Je vous remercie pour votre patience. Oui, merci beaucoup. Donc, nous avons quand même la possibilité d'une question, mais après, on aura tout de suite la deuxième conférence, comme ça, on fera le débat ensemble, peut-être pour réfléchir, une idée, il y a une question. Sinon, j'ai une petite question, selon vous, n'est-ce pas? Donc, finalement, est-ce qu'il s'agit chez Lévinas d'une radicalisation de la phénoménologie ou vraiment un dépassement radical? Oui, mon propos est de suggérer que Lévinas peut être encore lu comme un phénoménologue, même un phénoménologue, mais il radicalise. Donc, la signification éthique survient par une radicalisation du transcendantal, du sens fondamental de la chair et du sens ontologique. Donc c'est bon mal écrit.